Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver dans cette principale édition du soir à la une de l'actualité. Baccalauréat 2023, plus de 22% admis d'office et 33% au second tour des résultats provisoires donnés par le directeur de l'office du bac qui souligne que 130 candidats ont eu la mention très bien. Les précisions à suivre avec Sophie Abba dans ce journal. Service mobile, l'ARTP fixe la date pour l'attribution des licences 5G. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes en atelier avec l'association GSMA souligne qu'en plus du lancement de la 5G, la mise en place du projet d'itinérance nationale ou roaming national permettront à terme d'assurer une couverture étendue et fiable, même dans les régions les plus éloignées du pays. Précision à suivre tout à l'heure. Corruption en Afrique, plus de 400 milliards de dollars de pertes pour le continent ces dernières années. À l'occasion de la 7e journée africaine de lutte contre la corruption, le président de l'OFNAC souligne que des études sont en train d'être menées au Sénégal pour estimer le coût de la corruption dans le pays. Les précisions à suivre avec Mame Seynabou Babou dans cette édition. Et enfin, dans notre rubrique Réussir de ce soir, nous irons à la découverte du parcours entrepreneurial du jeune Murtala Kassé. Malgré un rêve brisé dans le milieu sportif, le jeune homme a fait preuve d'un audacieux défi à la fois culinaire et entrepreneurial en créant son business de vente de pain au thon dans son quartier à Pikine Dagoudane. À suivre en fin d'édition avec Aïssa Toukane. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, justice, affaire Biram Souleye Diop. Les choses se corsent pour le membre du parti PASTEF et président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, déféré au parquet de Dakar vendredi dernier. Il vient d'être placé sous mandat de dépôt. Biram Souleye Diop a été entendu par le juge d'instruction du premier cabinet cet après-midi. Le doyen des juges, Maham Diallo, a inculpé le maire de Thiès Nord pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République. Et je vous le disais tantôt, le directeur de l'Office du baccalauréat livre les résultats provisoires du taux de réussite des examens du bac. Plus de 22% admis d'office et plus de 33% qui passent au second tour pour le moment. À noter également que 130 candidats ont eu la mention très bien. Les précisions avec Sophie Abba. Plus de 155 000 candidats ont passé le baccalauréat général cette année, mais les résultats du premier tour sont loin d'être rassurants. D'après les chiffres donnés par le directeur de l'Office du baccalauréat, plus de 22% sont admis d'office, plus de 33% passent au deuxième tour, soit un taux d'admissibilité de plus de 55%. Les autorités ont déjà recensé 89% des centres d'examen. Pour les mentions, 130 candidats ont décroché la mention très bien, 1253 mentions bien, 5507 ont eu la mention assez bien. Des statistiques qui donnent une idée sur les premières tendances de cette échéance tant attendue par les élèves. En 2022, le taux de réussite a dépassé la barre des 50%, un record au Sénégal. Les séries scientifiques avaient ravi la vedette à celles littéraires. Mais pour cette année, les chiffres peuvent baisser si la tendance se confirme. En attendant, les candidats qui feront le deuxième tour sont appelés dans les classes pour combler le gap de points qui leur manque. L'ARTP et l'association GSMA organisent un atelier dont le thème est connecter plus de personnes via de meilleurs services mobiles. Le but de cet atelier est aussi de permettre à la GSMA de partager avec les acteurs les obstacles rencontrés en Afrique pour la couverture réseau. Abdou Karim Sall, le patron de l'ARTP, a saisi cette occasion pour annoncer la date d'attribution des licences 5G. Abdou Karim Sall, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Moussa Sarr et Cheikh Tidiane Diouf. Nous avons deux événements majeurs qui cadrent bien avec le thème. Le premier événement, c'est la prochaine attribution des licences 5G aux opérateurs
titulaires de licence au Sénégal. La procédure d'appel à candidature a été lancée et Inch'Allah, ce vendredi, nous allons procéder, si Dieu le veut, au dépouillement, à la réception des offres et dans les jours à venir, nous allons procéder à l'attribution des licences pour ceux-là qui seront intéressés par cette proposition de disposer de la 5G au Sénégal. Vous savez, la 5G, sur le plan du confort, on a connu la 4G, mais la 5G, c'est presque 10 fois plus en termes de débit. On peut aller jusqu'à 1 giga bits par seconde. Donc sur le plan du confort, c'est sans commune mesure, mais également sur le plan des applications, sur le plan des services qui peuvent être utilisés. Je pense à la télémédecine, le e-commerce, e-gouvernement, e-learning, etc., etc. Autant de secteurs qui peuvent voir leur activité socio-économique se développer. L'actualité, c'est aussi la 7e journée africaine de lutte contre la corruption célébrée ce mardi et placée sous le thème Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. 20 ans après, bilan et perspective. Plus de 400 milliards de dollars de pertes pour l'Afrique. À cause de ce phénomène, pour l'OFNAC, l'Afrique est à mi-chemin dans la lutte contre la corruption. Et puis l'OFNAC qui annonce également des études pour donner le taux, ou plutôt les chiffres de la corruption au Sénégal. Les détails avec Mamsene Boubabou. 20 ans après l'adoption de la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption par l'Union africaine, l'heure est au bilan. La journée africaine de lutte contre la corruption a été l'occasion pour évaluer les résultats obtenus à ce jour. Nous sommes à mi-chemin. Je crois que l'Afrique a réussi à faire comprendre qu'elle est une actrice de premier rang de la lutte contre la corruption et que l'Afrique, comme d'autres continents, veut parfaitement bouter la corruption hors de son territoire. Aujourd'hui, tous les États africains sont conscients que sans une politique de lutte efficace contre la corruption, tous les efforts de développement seront vains. Malgré les résultats obtenus, la corruption persiste avec des dégâts économiques considérables en Afrique. La corruption est devenue un phénomène endémique. Selon une note de l'ONUDC, je cite, « La corruption et le transfert de fonds illicites contribuent à la fuite des capitaux en Afrique où plus de 400 milliards de dollars ont été détournés et mis à l'étranger. » Selon un rapport de la Banque africaine de développement, elle serait à l'origine de pertes annuelles d'un montant de 148 milliards de dollars, ce qui représente 25% du PIB continental. Le président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption annonce que des études sont en train d'être menées pour estimer le coût de la corruption au Sénégal. Oui, je vous ai donné tout à l'heure une estimation sur le continent africain. Au Sénégal, nous sommes en train de mener une étude sur le coût et la perception de la corruption. Et bientôt, cette étude-là sera finalisée et les résultats seront portés à votre attention. Je ne veux pas pour le moment m'hasarder sur les chiffres, mais il y a une étude qui est en train d'être faite par un cabinet et qui va dire clairement quel est le coût de la corruption au Sénégal. L'Afrique perd plus de 50 milliards par an dû à la corruption et aux flux financiers illicites. Pour l'OFNAC, il est important que les États concernés mutualisent leurs efforts pour intensifier. Et à l'occasion de la journée de lutte anti-corruption, Amnesty International a lancé ce mardi 11 juin un nouveau rapport sur la corruption et les droits humains dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Les précisions dans ce compte-rendu signé Nyanya Dioufnian et Mafalfal. Depuis la déclaration de l'année Amnesty International met en lumière le quotidien difficile des défenseurs des droits humains qui luttent contre la corruption en Afrique. Menaces, répression et même arrestation. 19 pays de la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre vivent cette situation. Alors notre rapport
couvre les cas de répression à l'encontre de personnes qui luttent contre la corruption, porte sur 19 pays et documente une trentaine de cas depuis 2018. Nous avons choisi 2018 parce que c'est une année qui avait été déclarée par l'Union africaine comme année de lutte contre la corruption. Les États concernés doivent protéger les défenseurs des droits humains, dit-elle. Parce qu'il existe des solutions pour lutter efficacement contre la corruption, il existe des solutions pour protéger véritablement les défenseurs qui luttent et qui jouent un rôle essentiel dans cette lutte contre la corruption. Et aussi, il est possible de lutter contre l'impunité qui règne aujourd'hui, puisque des personnes qui ont eu à s'exposer, soit des journalistes, des activistes, des défenseurs, en documentant les faits de corruption, en dénonçant les faits de corruption, en publiant des articles sur des faits de corruption, ont ensuite été inquiétés, et ceci dans la plus totale impunité. Donc, la solution passe par des lois qui encadrent le secteur et surtout dopent les défenseurs des droits humains afin qu'ils soient libres de toute contrainte. Alors il y a différents types de recommandations que nous faisons. D'abord l'adoption de législations qui permettront une plus grande protection des défenseurs, que ce soit des lois spécifiques sur la protection des défenseurs, que ce soit une loi sur l'accès à l'information, que ce soit des lois sur la protection des lanceurs d'alerte par exemple. C'est aussi de renforcer les mécanismes existants de lutte contre la corruption, accroître leur indépendance et leur autonomie, permettre de leur donner des meilleurs moyens, plus de moyens pour lutter, enquêter et lutter efficacement contre les faits de corruption. La lutte contre la corruption en péril, tel est le titre du rapport de Amnesty International publié ce matin. Cette organisation sous-régionale appelle les États à faire de la lutte contre la corruption une préoccupation majeure. Toujours dans l'actualité, la commune de Médina Sabakh, située à quelques encablures de la frontière gambienne, veut sortir de l'anonymat. Les autorités municipales ont procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures dont l'objectif est de permettre à la population de s'épanouir. Elles ont également réclamé la construction d'un centre de santé. Les précisions d'Adamassar et Astumbaï. Située à la frontière gambienne, la commune de Médina Sabakh, deuxième plus grande après celle de Kaolack, veut entrer dans l'ère de la modernité. Sur ce, plusieurs infrastructures ont été réalisées par les autorités municipales. Nous avons lancé une série d'activités qui consistait à la pose de la première pierre de l'hôpital de Falifa. Après l'hôpital de Falifa, nous sommes passés à Passy-Repou, toujours dans notre politique d'éducation, pour lancer les travaux, le lancement des travaux du mur de clôture. Après, nous sommes partis inaugurer les réalisations au niveau du forail municipal, qui était une doléance des éleveurs. Ensuite, nous sommes à l'école franco-arabe de Médina Sabakh pour réceptionner les travaux que nous avions lancés depuis le 20 avec d'autres travaux. Après, nous allons aussi assurer la mise en œuvre de la radio municipale de Médina Sabakh, qui est Médina Sabakh FM 98.5, qui est une vieille doléance qui va nous soulager en termes de communication. Nous avons lancé beaucoup de projets l'année dernière. Certains sont réceptionnés aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont en cours. Mais ceux qui sont réceptionnés, on peut aller jusqu'à la centaine, vers les 150 millions d'investissements, en attendant que les autres soient réceptionnés. Un projet de construction d'un centre de santé est en cours. Objectif, permettre aux populations de ne plus se rendre en Gambie pour se faire soigner. En fait, le district sanitaire, le centre de santé est une vieille doléance. Nous avons fait tout ce qui est nécessaire en termes de plaidoirie et nous pensons que nous avons eu les bonnes personnes. Après avoir parlé au ministère des collectivités locales, il nous a envoyé vers à la fois vers le directeur de l'AGITIP, mais aussi vers la ministre de la Santé, pour que le ministère de la Santé considère Médina Sabakh comme poste de santé dans sa carte sanitaire, mais aussi que le directeur de l'AGITIP prenne en compte les travaux. Le directeur nous a rassurés et nous a mis avec un architecte qui est au niveau local. Nous sommes dans une position stratégique avec la Gambie, la Guinée-Bissau. Nous sommes aujourd'hui frontalières à beaucoup de communes. Donc, ce centre de santé que nous réclamons aujourd'hui est une doléance qui va servir tout le Sénégal et nous pensons que ça va se réaliser bientôt. La commune de Médina Sabakh compte 62 000 habitants.
Parlons santé à présent, lutte contre la mortalité infantile et maternelle. Le ministère de la Santé lance la création de pôles mère-enfant dans les différentes structures de santé du pays. L'implication des collectivités locales et des Badjanougor pourrait beaucoup contribuer à la réussite de ce programme. Suivons les explications du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Serigne Baye, au micro de Muntaga Kane. Vous savez, ce sont des statistiques que le ministère surveille. Nous avons tous nos services qui sont engagés dans la santé de la mère et de l'enfant. Les partenaires sont invités à accompagner la réalisation de pôles mère-enfant au niveau des différentes structures pour faire baisser ces statistiques qui aujourd'hui sont quand même à un taux qui est assez raisonnable. Parce que simplement, le président de la République, dans le cadre des efforts qu'il a déjà engagés, a engagé également tous les acteurs pour que la santé de la mère et de l'enfant reste une priorité. Soyez assurés que dans les prochains jours, surtout quand des types d'investissements de cette nature se multiplient, quand l'exemple de Malicounda est suivi, quand dans les différentes structures de santé, nous avons toujours le personnel qualifié, les sages-femmes de rang, des sages-femmes de grande qualité, quand nous avons le personnel communautaire qui est également engagé, notamment les Badjanougor et l'ensemble des acteurs, nous pensons que ces statistiques-là pourront suivre leur baisse continuelle. Près de 120 enfants ont été circoncis gratuitement sous l'initiative du conseil de quartier de Dabar-la-Rochette à Kounoun dans la commune de Sangalkam. Objectif, soutenir les familles vulnérables et ainsi répondre aux recommandations des professionnels de la santé pour la prise en charge des enfants dès le plus jeune âge. Babacar Seck pour le reportage. En soutien aux personnes en situation de vulnérabilité, le conseil du quartier de La Rochette à Kounoun a circoncis plus d'une centaine d'enfants. Nous avons choisi cette activité, c'est pour apporter notre part de réponse à la politique sociale et sanitaire définie par l'État du Sénégal. Et nous vivons dans un endroit où le taux de vulnérabilité est élevé. Il faut forcément apporter ou assister en fait ces populations en situation de vulnérabilité. C'est pourquoi quand nous avons discuté avec le docteur Diara, médecin-chef de la clinique Taslima, qui a voulu apporter gracieusement sa contribution, nous avons procédé à un recensement des enfants âgés de 6 à 15 ans pour les circoncire gratuitement. Une clinique établie au quartier a pris en charge les enfants qui ont bénéficié d'un kit individuel. Mais pour la prise en charge des enfants, savoir la circoncision, nous avons veillé à respecter les normes sanitaires, à savoir chaque enfant doit avoir son kit pour la circoncision, les mettre dans des meilleures conditions pour éviter toute infection éventuelle, etc. Le suivi également se fera dans la clinique, se fera ici dans la clinique, les pansements et tout. Oui, l'âge idéal, c'est le plus tôt possible. L'enfant, plus tôt il est circoncis, mieux il cicatrise beaucoup plus vite. Plus l'âge tarde, plus la cicatrisation tarde. Et c'est tout à fait naturel également, parce que plus l'enfant grandit, plus il est en rapport avec le milieu extérieur, etc. Donc le plus tôt serait le mieux. Ce que nous conseillons à tous les parents, de circonscrire les enfants à très bas âge, c'est l'idéal. Afin de retourner à la tradition de la circoncision, le conseil du quartier de Bar compte organiser des séances de Kasak. Dans l'actualité politique présidentielle de 2024, les apéristes de Tchadjaï proposent la candidature de Omar Youm. Les enseignants républicains et les responsables des structures de l'APR ont invité le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar à choisir leur maire comme candidat à ce scrutin. Samba Dieye est le responsable communal du MRM de Tchadjaï. Il est au micro de Babacar Seck. Nous avons pensé que notre maire, notre mentor, notre leader, le responsable Omar Youm, qui est membre du SN, nous avons pensé que nous devons le dire de candidater à la candidature de Benno Bokk Yakaar et solliciter du président de la République pour qu'il accepte notre sollicitation et agréer notre demande. Parce que c'est lié à son parcours politique, mais également à son parcours étatique.
son parcours politique. Vous devez savoir que Omar Youm, depuis 2012 qu'il est là, que ce soit à la mairie de Thiadiaye, que ce soit dans le département, il a gagné toutes les élections. Et rappelez-vous que le département de Mbour est le 3e bastion électoral. Donc il a toujours gagné, depuis 2012. Non seulement cela, son parcours également dans le dispositif de l'État, les collectivités locales, dont il était l'acteur principal de l'acte 3 de la décentralisation. L'équipe de Réussir au Sénégal est allée à la rencontre de Murtala Kassé, plus connu sous le nom de Touba Talaton. Ce jeune entrepreneur au parcours atypique a su transformer une déception sportive en une opportunité florissante. Autrefois, un talentueux joueur de football avec de grands espoirs, une blessure a mis fin prématurément à ses rêves sur le terrain. Toutefois, il a su rebondir avec détermination, faisant preuve d'un audacieux défi à la fois culinaire et entrepreneurial, la vente du pain au thon dans son quartier de Pikine d'Agoudane. Aïssatou Kane et Cheikh Tidiane Diouf sont allés à sa rencontre. Elles signent la rubrique Réussir au Sénégal. Cette table au cœur du quartier Pikine d'Agoudane est devenue le rendez-vous quotidien des amateurs de la préparation culinaire prisée qu'est le pain au thon. Sur cet étalage simple mais attrayant, des pains chauds, du thon fraîchement préparé et une mayonnaise maison font saliver les passants. La popularité croissante de Murtala et de son pain au thon est indéniable. Pourtant, il avait une carrière prometteuse au football. Tout le monde m'appelle ici jeune talent. Beaucoup m'ont connu à travers le football avec l'ASC d'Agoudane de Pikine. J'ai joué comme cadet et senior, un sport dans lequel je portais beaucoup d'espoir. Mais à la suite d'une blessure, je suis resté 2 ans sans jouer. Malgré sa déception initiale, Talla Kassé s'est réinventé pour canaliser sa passion et son énergie autour de Touba Talaton. Finalement, je ne jouais plus. Comme je vis avec ma famille, je ne pouvais pas rester sans rien faire. C'est pour cela que je me suis lancé dans la préparation du pain thon. Chez nous, nous préparions souvent cela pour le distribuer gratuitement. C'est en suivant ce rythme que mes amis m'ont proposé de le commercialiser. Son engagement et sa détermination ont rapidement porté leurs fruits et son pain au thon est devenu très apprécié. Le premier jour, j'ai acheté 3 pots de thon et de la mayonnaise et 18 miches de pain. Moi et mes amis avions tout vendu. Le deuxième jour, idem. J'ai tout écoulé et voilà aujourd'hui que j'arrive à vendre 200 kilos de pain par jour. Comprendre nga ñu doon jël premier 18 kg mburu instant bi dem nañ ba massalla journée bi mën nañ jaay lu 200 kg. Vendeur de chaussures à 6 heures perdues, la démarche audacieuse et décomplexée du jeune lui ouvre la voie au succès. Dama ko doon jaay quoi suba bu ma démé Colobane damay nekk fofu di business ci dal yi gaay yu bari sa jotot nañ ma xam ci dal yi moy. Je vendais le matin des chaussures à Colobane quand j'ai arrêté de jouer au football. Un jour, mon papa m'a fait savoir que je ne devais sous-estimer aucun métier. Le pire, c'est de rester sans rien faire. Maintenant, grâce à mes business, j'arrive à m'en sortir et je sais que réussir dans mon pays est bien possible. Son rêve, c'est d'accroître ce business. J'ai commencé il y a à peine 4 semaines et pourtant, depuis lors, j'arrive à subvenir à mes besoins, à aider ma famille et mes proches. J'espère qu'un jour, je pourrai avoir plus que cette table. Touba Talaton, un exemple inspirant de résilience et d'adaptation pour les jeunes entrepreneurs qui inspirent à réaliser leurs rêves, peu importe leur âge ou leur situation. Et
Et c'est cette rubrique qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes d'ITV.